L'établissement de négoce s'étendait en amphithéâtre autour de la baie. En bas, plus près de l'eau, s'alignaient les rangées d'échoppes et d'auvents, hérissées de tissus bigarrés, de poissons séchés, de viandes salées, de pots, de barils de miel et de bière. Plus haut se dressaient les maisons des artisans, d'où montait la fumée des cheminées et la musique des marteaux. Ici se mêlaient langue, odeur et prière. Sadi descendait vers le marché par le versant nord, où se tenait le sentier le moins détrempé par la fonte des neiges. Elle portait un manteau de laine sombre, retenu à la gorge par une broche simple mais solide, et dessous, une robe bleue, serrée par une ceinture avec un fourreau. À la ceinture, près de la hanche, se dissimulait une petite bourse d'argent. Sa lourdeur était trompeuse, car il y avait dedans moins de pièces qu'elle ne l'aurait souhaité. Un vent léger faisait frémir une mèche roussâtre échappée de sa tresse, et elle la rejetait, machinalement derrière son oreille, en regardant non pas autour d'elle, mais ceux qui venaient à sa rencontre. À ses côtés marchait Roald, grandi mais encore maigre, avec les épaules solides de celui qui connaît déjà le prix d'une pelle et d'une hache. Il avait été esclave. Il portait un vieux manteau serré par une corde, et par-dessus un fourreau avec un couteau court, qu'il portait comme s'il ne croyait toujours pas avoir le droit de le posséder. Roald portait sur le dos un sac de fourrures et de tissus. C'était ce qu'il comptait échanger contre du pain et du sel. Il jetait des regards en coin vers les chaînes devant eux, tantôt serrant, tantôt desserrant les doigts sur la lanière, comme s'il se souvenait de la morsure du fer dans sa peau autrefois. Sadi sentait cette tension sans parole. Avec les années, il avait cessé de bondir à chaque cliquetis, avait cessé de se réveiller en sueur au son d'une voix trop forte. Mais le bloc de glace en lui n'avait pas entièrement fondu. Elle ne le pressait pas, ne cherchait pas à le distraire par une plaisanterie facile. Entre eux, depuis longtemps, il n'était plus besoin de paroles superflues. À mesure qu'ils approchaient du cœur du marché, le vacarme s'épaississait. Mais la foule la plus compacte se rassemblait près de l'estrade du fond, hérissée de pieux et de chênes. Là se tenaient ceux que l'on appelait en ce lieu la marchandise vivante. Des hommes aux cheveux en bataille, des femmes en robes déchirées, 2 ou 3 adolescents aux yeux trop adultes. Certains regardaient en le sol, d'autres fixaient la foule d'un regard vide, comme si leur âme était déjà partie très loin, là où il n'y a ni vent froid, ni parole en langue étrangère. Roaldot, debout à ses côtés, savait d'avance ce qu'elle cherchait. Non seulement ceux que l'on pourrait placer, mais aussi ceux pour qui sa maison ne deviendrait pas une cage de plus. Ils avaient depuis longtemps à trouver entre eux une règle simple, qu'elle avait un jour formulée à voix haute près de son foyer. Tu ne sauveras pas tout le monde. Tu ne le pourras pas, mais âme après âme, une par an, il faut tendre vers cela. Le marchand qui tenait cette estrade était un homme aux larges épaules, avec une barbe rousse tressée en 2 petites étnates. Il vantait sa marchandise à haute voix, arpentant l'estrade d'un bout à l'autre. À chaque parole, les chaînes tintaient à peine, lorsqu'il tirait dessus pour montrer la force ou la soumission du captif suivant. « Regardez ici, bonnes gens !» lançait-il d'une voix forte, qui se répandait dans la cour, comme la sonnerie d'une cloche. « Ce n'est pas ici un pêcheur maigre qui tombera à la première lourde seille. C'est un guerrier qui a servi auprès d'un riche marchand de l'Ouest. Il a vu de nombreuses côtes, connaît des langues étrangères, sait compter bien au-delà de 10. Oui, il porte un marquage sur la joue, mais dans ce marquage se trouve une garantie. Il a connu la chaîne, il sait ce que signifie l'obéissance. » Sadis ne regarda pas d'abord celui qu'il désignait. Elle avait souvent entendu ces mots sur le guerrier au service d'un marchand et sur la marchandise de valeur. Habituellement, ces hommes se vendaient cher, et on n'a pas des forces pour chaque hiver. Son argent était compté pour 2 paysannes aux mains habiles, ou pour de jeunes garçons qu'il faudrait d'abord initier à la terre et à la maison. Elle s'apprêtait déjà à se détourner vers une autre rangée, où se tenaient les femmes, lorsque quelque chose dans la voix du marchand la retint. Dans cette intonation fanfaronne se glissa un accent particulier de respect, qu'il n'accordait à aucun des autres. Alors elle leva les yeux.
Il se tenait un peu à l'écart de la ligne principale de la chaîne, mais restait tout de même attaché à celle-ci, de taille modeste, mais solide, avec de larges épaules et des bras dont on devinait, sous la simple manche de lin, les muscles noueux. Ses cheveux étaient sombres, coupés plus courts que chez la plupart, comme s'il avait encore récemment porté un casque de guerrier. Sur la joue, un marquage net, qui recouvrait à moitié une ancienne cicatrice. Son vêtement grossier, pris sur le dos de quelqu'un d'autre, tombait sur lui comme s'il n'avait jamais connu la courbure. Sadi remarqua aussitôt l'essentiel. Son dos restait droit, comme celui de quelqu'un qui a l'habitude de se tenir dans un rang de combat, et non dans une étable. Il dégageait de la santé et une force d'âme. Même avec une chaîne au cou, il se tenait comme si autour de lui, il n'y avait pas une foule d'acheteurs, mais des gens qu'il devait protéger. Les lèvres serrées, le menton avancé, mais sans défi, seulement avec une constance habituelle. Il y avait dans sa posture quelque chose de cruellement déplacé pour cet endroit. C'était comme un mât arraché à son rang sur un navire et soudain planté dans une étable. Il leva les yeux calmement, sans y chercher la pitié et sans lancer de défi. Et Sadis vit alors ce qu'elle connaissait par cœur sur un autre visage. Dans ses yeux sombres, cernés d'un léger bleu de manque de sommeil, vivait un étrange mélange. Une colère figée et une soumission apprise. Colère contre son destin, contre ceux qui tiennent la chaîne, et contre celui qui, un jour, a commis l'erreur qui l'a mené en captivité. Soumission, car aussi coupable qu'il se juge. Le monde a déjà décidé à sa place de ce qu'il serait aujourd'hui. Roald, à côté d'elle, tressaillit si fort que Sadis le remarqua du coin de l'œil. Autrefois, bien des hivers plus tôt, son regard avait été le même, seulement plus nu, adolescent. Alors il regardait le monde comme un ennemi, et elle comme celle qui tenait les clés de ses chaînes. Puis ce regard avait été effacé par le temps, le travail constant, les soins patients apportés aux petites choses. Mais tant qu'il avait duré, Sadis l'avait gravé en elle pour toujours. À présent, cette expression la fixait depuis le visage d'un autre homme, marqué sur la joue. Elle sentit la peau de son cou s'échauffer sous la laine du manteau. Dans sa paume, sous la ceinture, la lourdeur de la bourse répondit. L'argent qu'elle contenait n'était pas aussi abondant qu'elle l'aurait voulu, mais suffisant pour changer le destin de quelqu'un. Pourtant, le prix de cet homme serait sûrement plus élevé que celui de ceux qu'elle avait d'abord prévu de prendre. Et derrière l'éclat des promesses de force venait toujours le danger. Les anciens guerriers apportaient dans une maison non seulement le maniement de l'épée, mais aussi des dettes étrangères, des ennemis et l'habitude du sang. Le marchand vit son regard et eut aussitôt un sourire, comme un chasseur qui remarque l'intérêt d'une bête pour l'appât. « Voilà, voilà, regarde ici, maîtresse !» s'exclama-t-il à haute voix pour que les autres entendent. « Toute femme libre ne peut pas s'offrir un tel esclave. Mais ta maison sur la colline prendra un tout autre éclat, lorsque, à ta porte, se tiendra non pas un garçon avec un bâton, mais celui qui a lui-même mené une troupe. Auprès du marchand Gokir, il a servi, tu en as entendu parler. Riche, il l'était, ce marchand, mais sot. Par sa négligence, il a laissé lui échapper un bon guerrier. Et moi, je l'ai trouvé, je l'ai racheté, je l'ai nourri, soigné, dressé à l'ordre. Cet argent-là ne traîne pas sur le chemin. » Elle n'aimait pas que l'on enjolive une histoire sous ses yeux. Sadi plissa légèrement les paupières. S'il était si bon, pourquoi son maître n'est-il pas venu le reprendre lui-même? Demanda-t-elle d'une voix calme, refusant de se laisser entraîner dans le ton du marchandage. Les marchands n'abandonnent pas ce qui leur rapporte du profit. Le marchand roux soupira bruyamment et écarta théâtralement les bras. « Que veux-tu prendre chez ces gros riches de l'Ouest » s'emporta Ti-il. « La guerre, la mer, les tempêtes. Ils perdent des esclaves, ils en retrouvent. Il lui est plus simple d'en engager de nouveaux que de rechercher les anciens. Moi, en revanche, j'apprécie les hommes.
On peut dire que je l'ai tirée des profondeurs elle ou elle-même. À présent, il épie ma marchandise, honnêtement acquise. À la lisière de sa conscience, Sadis nota ce mot, marchandise, comme une pierre jetée dans une eau calme. Chaque fois qu'elle l'entendait, tout se serrait en elle. Mais cette fois, autre chose la piquait. Le marchand dont le nom venait de retentir n'était pas seulement riche. La rumeur disait qu'il avait posé un pied dans un monde nouveau. Il s'était fait baptiser, portait sur la poitrine une petite croix, et parlait de la miséricorde de leur Dieu étranger, tout en continuant d'acheter et de vendre des êtres humains avec la même aisance qu'avant. Cette connaissance ne faisait qu'accroître l'amertume. Elle posa de nouveau les yeux sur Leiknir. Ainsi l'avait nommé le marchand en passant. L'homme se tenait silencieux, comme si la discussion sur son destin se déroulait quelque part au loin, derrière une paroi. Mais, à la tension à peine perceptible de sa mâchoire, Sadis comprit qu'il entendait clairement chaque mot. Il lui sembla qu'aux paroles sur l'ancien maître qui n'était pas venu le réclamer, un court sentiment très humain avait traversé son regard. Une sorte de reconnaissance de sa propre inutilité, soigneusement refoulée au plus profond de lui. Sadis ne tint plus et demanda directement, en regardant non pas le marchand, mais le prisonnier lui-même. « Pourquoi n'es-tu pas parti de toi-même lorsque tu as perdu ton maître ? Ceux de ton genre n'attendent d'ordinaire pas que l'on vienne les racheter. » Il tourna légèrement la tête de son côté. Une légère surprise passa dans son regard. Peu d'acheteurs parlaient à celui qu'ils allaient acheter, comme à un égal. Puis il répondit brièvement en choisissant ses mots, comme s'il se rappelait comment parler aux êtres humains et non aux surveillants. Sur une rive d'étrangère, on comprend vite qui l'on est. Un guerrier est responsable de sa survie, oui. Mais si l'on t'a vendu une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, le monde commence à te souffler que tu n'es qu'une marchandise qui passe de main en main. Et la marchandise ne choisit pas elle-même sa route. Sa voix n'était pas forte, dépourvue de plainte, mais elle contenait une vérité sèche, telle que le marchand se renfrogna, mécontent. De tels propos pouvaient te faire baisser le prix et éveiller des pensées superflues chez les acheteurs. Sadie sentit se lever dans sa poitrine quelque chose d'entêté, mélange de compassion et de colère. Elle connaissait ce cheminement de pensée. C'est ma faute. Je n'ai pas fait attention. J'ai commis l'erreur. Je ne me suis pas enfui. Ils m'ont coincé, attrapé, je n'ai pas été à la hauteur. Sadie s'acquiesça à peine. Elle réfléchissait déjà. Mais parfois, le monde pousse vers un choix qui va à l'encontre de tous les calculs. « Combien le vends-tu » demanda-t-elle en regardant droit dans les yeux du marchand. Celui-ci plissa les yeux avec malice, comme s'il attendait cette question, et annonça avec délectation un prix qui permettrait d'acheter un petit lopin de terre avec une tour. La joue de Sadis tressaillit, mais elle ne recula pas. Une autre bataille commençait, non pour une rive ou une forteresse, mais pour le droit d'arracher un homme aux mains d'autrui. Elle ne disputait pas en criant, mais par une obstination calme. Elle désignait les cicatrices qui risquaient de gêner pour porter de lourdes charges. Elle rappelait que les navires repartiraient bientôt et qu'il serait coûteux de nourrir une telle marchandise jusqu'au printemps. Elle évoquait le nom du marchand qui, disait-on, avait changé de Dieu depuis longtemps et commerçait désormais autrement qu'avant. Le roux reniflait, jurait par tous les azès et par le Christ en plus que le prix était juste, que ce guerrier valait chaque clou d'argent, et qu'avec lui la maison de Sadis serait comme une petite forteresse. Les gens autour écoutaient, riaient, donnaient raison tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Pour eux, ce n'était qu'un marchandage de plus, comme pour un cheval ou une bande de forêt. Pour Sadis, chaque mot traînait derrière lui l'ombre de son frère et de tous ceux qu'elle avait déjà rachetés au fil des années. Elle savait qu'en cet instant, elle choisissait non seulement entre des pièces et un homme, mais aussi entre sa tranquillité et le fait d'entrer encore une fois en lutte avec un monde où l'on pèse les êtres humains. Lorsque le marchand
finalement, en jurant entre ses dents, accepta de rabaisser une partie du prix, de céder encore un peu, elle eut l'impression que sa bourse devenait presque sans poids. L'argent qu'elle avait apporté pour, peut-être, sauver 3 personnes, s'en allait presque en entier pour un seul. En elle se leva une peur froide et familière. Et si elle se trompait? Si ce guerrier obstiné, marqué, refusait d'apprendre ou de changer? S'il amenait avec lui un malheur que la maison ne pourrait supporter? Elle planta de nouveau son regard dans le sien. Il n'y avait ni prière, ni espoir. Seulement la résolution, tendue au point de faire mal, de ne pas se permettre de se réjouir, ni de croire tant que le monde n'aurait pas prouvé le contraire. Et c'est cela précisément qui la poussa à faire un pas en avant. « Je le prends !» dit Sadis. La chaîne tinta lorsque l'on détacha son anneau de fer du poteau. Ce son frappa l'air comme un accord bref et dur. Sadis sortit la bourse de sa ceinture, en compta l'argent une fois, pas deux. Elle ne voulait pas transformer ce moment en un triomphe de plus pour le calcul. Le marchand fit glisser les pièces dans son sac, sourit en coin, et fit signe à son aide. Leknir sentit le métal glisser de son cou. À sa place se posa un autre collier, de cuir, plus doux, avec une petite plaque de métal portant la marque du clan de Sadis. C'était toujours un symbole d'appartenance, mais il résonnait autrement. Il le toucha du bout des doigts, comme pour vérifier la réalité de ce nouveau statut, puis seulement se tourna vers elle. « À qui j'appartiens, maintenant ?» demanda Tei à voix basse. Il n'y avait ni défi ni humiliation dans sa voix. On y sentait plutôt la lassitude de celui qui a trop souvent posé cette question au monde et reçu chaque fois la même réponse. Il ne cherchait pas un nom, mais un sens. Sadis le regarda, sentant les mots rouler dans sa tête, sans qu'aucun ne semble parfaitement juste. Elle ne pouvait pas dire « tu es libre », parce que le monde autour d'eux ne reconnaissait pas cette liberté sans parchemin, témoin et volonté de Jarl. Elle ne pouvait pas dire non plus « tu es à moi », comme on le dit d'un cheval ou d'un chien. Elle trouva enfin la seule phrase qui ne la rebutait pas. « À moi. Mais nous déciderons ensemble de ce que cela veut dire. » Roald se tenait un peu en retrait, le visage immobile. Ses lèvres frémirent lorsqu'il entendit ce « nous » où résonnait non seulement le droit de la maîtresse, mais aussi la promesse d'un chemin à deux. Dans ce mot se cachait un danger. Nous lîmes les êtres plus solidement que des chaînes. Ils s'éloignèrent nord de l'estrade. Roald ramassa à terre son sac et celui que portait désormais Leknir. Le nouveau cerf marchait légèrement en retrait. Il ne traînait pas mais ne cherchait pas non plus à passer devant. Chaque pas était prudent, mesuré, comme s'il ne croyait pas encore pouvoir avancer librement sur cette terre. Sadis ne savait qu'une seule chose. Cette année encore, elle n'avait pas trouvé son frère sur le marché. Disparu plusieurs années auparavant. Mais elle avait sauvé une vie de plus, même si elle n'était pas de son sang. Le vent de mer, vers le soir, devint piquant comme de fines aiguilles. Il se glissait sous les manteaux, cherchait la peau du cou, s'insinuait dans les manches, obligeant les passants à se recroqueviller et à hâter le pas. Du fjord montait un froid humide et une odeur de goudron. Les navires, dragons gisaient le long des quais comme d'énormes bêtes épuisées, noyées dans une brume bleuâtre. Sadis descendait la ruelle glissante qui menait de l'estrade des esclaves à la maison d'hôte. Et à chaque pas, elle sentait s'alourdir non seulement la bourse à sa ceinture, mais aussi sa poitrine. Il restait à peine d'argent. La petite bourse pendait au ceinturon comme un fardeau léger et trompeur, et chaque tintement discret rappelait à Sadis qu'elle avait donné trop pour un seul homme. La maison d'hôte se dressait un peu à l'écart de la place bruyante. Les planches de ses murs avaient noirci avec le temps et les vents. Le toit, couvert de mottes de tourbe, glissait par endroits vers les bords. De petites ouvertures rondes laissaient échapper la fumée, et l'air sentait la viande rôtie, la bière aigre et la sueur humaine. Près de la porte, des gens se pressaient, des pêcheurs, des marchands, 2 ou 3 étrangers coiffés de bonnets étranges.
À l'intérieur, la taverne bourdonnait comme une ruche. De longues tables de planches brutes se succédaient en rangées. Entre elles, des filles couraient avec des cruches, tandis que fusaient les cris, les éclats de rire, le tintement des gobelets. Le tenancier était un homme trapu, à la barbe grisonnante et au ventre qui disait clairement qu'il ne connaissait la faim que lorsqu'il le décidait lui-même. En apercevant Sadis, il lui adressa un signe de tête presque amical. « Encore du nord, maîtresse ?» demanda Teila. « Comment sont les hivers dans vos parages ?»« Froid, comme toujours. » Répondit-elle en secouant la neige de son épaule. « Tu as un coin libre pour la nuit ?»« Pour toi, il y en aura, » grommela le tenancier. « Et pour 2 autres encore, je vois. L'un m'est connu, l'autre est nouveau. » Son regard glissa sur l'Eknir, s'attarda sur la marque de sa joue et sur le collier. Dans ce coup d'œil, il n'y avait pas de jugement, seulement une estimation habituelle. Combien il vaut, qui l'a acheté, dans quel but? La taverne savait toujours tout la première. « À moi, » dit Sadis d'un ton bref, comme pour couper court aux questions inutiles. « Il nous faut une chambre à part. Pour une nuit, peut-être 2. » Le tenancier acquiesça, prit sur le comptoir une clé de bois marquée d'une rune brûlée et fit signe à un des garçons de les guider vers l'escalier. La chambre se trouvait au 2e niveau, sous le toit, avec un plafond bas où les poutres semblaient chercher à égratigner le crâne des plus grands. Il y avait là 2 larges banquettes, avec des fourrures à la place des oreillers, une petite table et une fenêtre étroite fermée par une peau de bœuf translucide et boursouflée. Elle laissait voir seulement un fragment de fjord sombre et la lueur solitaire du feu d'un bateau lointain. « Assieds-toi, » dit Sadis en désignant la banquette. « Nous nous reposerons un peu, puis nous descendrons manger. » Il s'assit lentement sur le bord, les paumes appuyées sur le bois rugueux. Sous lui, les peaux formaient une couche douce. Sadis s'assit en face de lui, allongea les jambes, sentant la fatigue dans ses pieds, après une journée entière au marché. Elle défit ses cheveux, laissant sa tresse se relâcher un peu. Ses gestes n'avaient rien de volontairement féminin, mais ils portaient en ce calme de dignité que l'on trouve chez les femmes sûres de leur droit à prendre place à la table. Du coin de l'œil, elle remarqua comment l'Eknir jetait un regard furtif à ses mains, à la fine bague d'argent à son doigt du milieu, seul bijou qu'elle portait en permanence. Cette bague avait appartenu autrefois à sa mère. Plus tard, Sadis y avait juré qu'elle reviendrait au marché chaque hiver, jusqu'à ce qu'elle retrouve son frère. Roald se tenait à la fenêtre et regardait l'eau sombre. « Nous aurions pu en prendre 2, plus légers, » commença-t-il avec prudence. Sadis leva les yeux et l'interrompit doucement. « Je sais. » Sa voix n'était pas dure. Elle ne trahissait ni irritation ni justification. Simplement, la constatation qu'elle avait tout calculé, et malgré cela, choisit d'aller contre le froid raisonnement. Roald baissa les yeux, haussa les épaules avec un air de faute, comme s'il avait franchi une limite. Il avait l'habitude que l'on écoute son avis ici, mais aussi que le dernier mot lui revienne, à elle. Seul un son doux vint rompre le silence, celui de la voix de Sadis. « Puisque nous sommes désormais liés par une même maison, il vaut mieux parler franchement. » Elle releva la tête, cherchant le regard de l'Eknir. « Je ne t'ai pas racheté pour garder chez moi un héros venu d'une troupe étrangère, ni pour me vanter devant les voisins d'avoir un esclave fort à ma porte. Je n'ai pas l'intention de t'emmener dans un pays d'où l'on ne revient pas. En échange, j'ai besoin d'un homme qui travaillera, qui défendra la maison et les personnes sous mon toit. Pas à genoux, mais pas non plus avec ta propre loi. Tant que tu vivras chez moi, tu vivras selon mes règles. » Il écoutait sans détourner les yeux. Chaque mot tombait net, sans menace. Elle ne lui promettait pas une vie facile. Elle ne lui promettait pas non plus la liberté. Mais ses phrases ne portaient en pas ce plaisir du pouvoir si coutumier chez les maîtres. On y entendait plutôt une honnêteté obstinée. « Je respecte les règles, » dit-il après une brève pause. « Claire, tant que je suis utile,
je reste en vie. C'est déjà plus que ce que l'on m'a proposé la dernière fois. » Il prononça ces derniers mots presque sèchement, mais Sadie y perçut une ombre d'ironie envers lui-même. « Chez nous, ce n'est pas comme cela, » finit-elle par dire, sans attendre que Roald trouve ses mots. « Dans ma maison, on ne garde pas des gens seulement pour leur utilité, mais on ne les laisse pas non plus sans travail. Le labeur, c'est ce qui nous tient debout lorsque tout le reste s'écroule. Tu travailleras. Roald sera près de toi, il te montrera où est quoi. Nous prendrons la route du nord dans un jour, quand le vent se sera calmé. » Elle sortit de la pièce. Lecknir fit glisser doucement ses doigts sur la plaque métallique de son collier. Roald se détourna de la fenêtre et demanda soudain, sans hausser la voix, « As-tu songé à refuser quand elle marchandait pour toi ?» Lecknir eut un sourire amer à peine marqué. « Un esclave a peu de façons de refuser, lorsque quelqu'un paie pour lui, » répondit-il. « Mais oui, l'envie m'en a pris. Une maison de plus, des murs de plus, une personne de plus à qui je dois une dette. Parfois, il est plus simple de couler une bonne fois que d'apprendre à respirer à chaque fois dans un endroit nouveau. » Roald se tut longtemps, digérant ces mots. Ainsi se termina la journée. La route du nord s'étirait en ruban entre les pentes côtières et les champs gelés. La neige, autour d'eux, n'était ni fraîche ni poudreuse. Elle était foulée, partiellement fondue, dure d'une croûte de glace qui craquait sous leurs pas. Dans les trouées entre les arbres apparaissaient des champs gris, ensemencés à l'automne, et maintenant dissimulés sous un drap blanc. Au loin, on entendait bêler des moutons. De la cheminée de quelques fermes isolées montaient des colonnes de fumée. Sadie indiquait parfois d'un geste de la main. Ici se trouve la frontière des terres du Jarl. Là-bas, ce sont les terres de Halfdan. Il aime disputer chaque buisson. Si tu vois ces gens, ne discute pas, incline la tête et passe ton chemin. Plus loin, c'est notre lot. Là, on peut respirer plus calmement. » Lecknir écoutait, retenant non seulement les mots, mais aussi l'intonation. Dans ces brèves explications se sentait tout le nœud de sa vie. La dépendance envers le Jarl, l'hostilité des voisins, la nécessité de savoir où poser le pied et où il valait mieux contourner. Il était habitué à d'autres cartes. À des lignes de rivage, à des profondeurs, au courant. Il lui fallait maintenant apprendre à lire une autre terre, non plus la mer, mais le sol, et aussi apprendre à comprendre comment vit une femme qui se tient elle-même à la tête d'une maison, sans mari ni frère derrière elle. Vers le milieu du jour, ils atteignirent la dernière colline. De là, au-delà des branches nuquées et des bouleaux et des lambeaux de brume, la vue s'ouvrait sur le fjord. Ensuite, ils approchèrent de la demeure. Le toit était couvert de mottes de tourbe, d'où dépassaient des touffes d'herbes sèches, aujourd'hui saupoudrées de neige. Sur le faîte dansaient des bêtes sculptées dans le bois, 2 dragons aux queues entrelacées. « Nous y voilà », dit doucement Sadis, comme si elle se le répétait à elle-même. « Ce n'est pas la cour du Jarl, mais ce n'est pas la dernière masure. Il y aura de la place et du travail pour tous. » Elle se mordilla la lèvre un court d'instant en regardant sa longue maison, comme si elle l'examinait avec les yeux d'un étranger. Ils entrèrent dans la cour. Les poules, occupées à gratter la neige à la recherche de nourriture, furent affolées par le hennissement d'un cheval. 2 ou 3 vaches, sous un auvent, levèrent la tête en ruminant du foin jaune. De la maison sortit à leur rencontre une femme de petite taille, avec un fichu noué sur la tête. Une veuve du voisinage qui venait parfois prêter main forte lorsque Sadis devait partir. Quand la veuve s'en fut allée, la cour redevint la leur. « Ne reste pas planté là !» lança Sadis d'un ton doux, presque plaisant. « Prends ce sac le plus grand, nous l'emmènerons à l'office. Je t'en profiterai pour te montrer la maison. » Il souleva docilement le sac lourd, comme s'il s'agissait d'un bouclier et non de grains. Ses épaules réagirent par une douleur familière, agréable comme le retour au travail, après une longue inactivité. Sadis ouvrit la lourde porte de la longue maison.
et un souffle d'air chaud vint à leur rencontre, chargé d'odeurs de fumée, de mousses, d'herbes séchées et de vieux bois. À l'intérieur, la longue maison était aménagée comme beaucoup en ces régions. De larges banquettes couvraient les deux côtés, garnies de pots. Le long des murs, des coffres, des étagères chargées de vaisselle d'argile, et au-dessus, des bouquettes d'herbes suspendues, des tresses d'oignons, du poisson séché. Au centre s'étirait un long foyer, un rectangle de pierres où couvaient tord des braises. Au-dessus pendait un chaudron noirci. La fumée montait vers l'ouverture du toit, mais une partie demeurait à l'intérieur, emplissant l'espace d'une brume douce et bleuâtre. Au fond de la maison, une image sculptée de Thor, marteau levé, était suspendue, et, tout près, une petite icône à la face enfumée d'un saint étranger. Ici, l'on avait pris l'habitude de ne pas forcer les dieux à se gêner les uns les autres. Leknir posa le sac là où Sadis l'indiqua. Il remarqua aussitôt l'ordre. Chaque chose était à sa place. Il n'y avait pas ce chaos habituel aux maisons où seule la main d'un homme règne. Sur le mur étaient accrochés plusieurs boucliers, une lance, un arc de chasse, une paire d'épées, vieilles, mêlées, mais soigneusement entretenues. Roald, déjà en train d'ôter son manteau, enleva adroitement de la banquette les pots en trop pour faire de la place aux nouveaux objets. Tout ici disait que l'on vivait depuis longtemps sans richesse, mais aussi sans haillons. « Ici tu dormiras », dit Sadis en le conduisant vers la banquette la plus proche du foyer. « Là il fait le plus chaud. Roald dormira là-bas, près du mur. Moi je dors dans le coin du fond, derrière la cloison. » Il sentit dans ces mots bien plus qu'un simple partage des couchages. On lui réservait l'endroit le plus proche du feu, celui que l'on donne d'ordinaire aux enfants ou aux plus faibles. C'était étrange. Il avait de l'habitude de dormir près de la porte, pour faire face le premier à l'ennemi ou au maître. Cette fois, on lui donnait une place où l'on protège, et non celle où l'on sert de bouclier. Cette confiance inattendue le brûla plus fort que la flamme. « Pourquoi pas près de la porte ?» demanda Théil, s'accordant tout de même cette question. « Si je dois défendre la maison, il serait plus logique. »« Ne la contredis pas !» glissa doucement Roald à l'intention de Leknir. Leknir ne répondit rien, mais sa paume se posa un instant sur le bord de la banquette, comme pour en éprouver la solidité. Sadis se pencha vers le foyer et y jeta quelques bûches sèches. Le feu s'éveilla paresseusement, éclairant son visage par-dessous, soulignant ses pommettes et la ligne douce de sa bouche. Un instant, Leknir se surprit à la regarder non comme sa maîtresse, mais comme une femme portant sur ses épaules le poids d'un monde entier, et qui pourtant savait encore sourire en contemplant la flamme. Ce fut une sensation dangereuse, trop intime, qu'il chassa aussitôt, comme on écarte le feu d'une herbe trop sèche. Il nota, elle était belle. Elle leva la tête, comme si elle avait senti ce regard. Leurs yeux se croisèrent. Dans ce bref entrecroisement, il n'y eut ni jeu, ni tentative de plaire. Seulement une prudence réciproque et un intérêt à peine perceptible. Qui es-tu vraiment, derrière la marque au fer et la bourse de pièces ? « Allons dans la cour, » dit Sadis, brisant le silence. « Il est temps d'aller chercher du bois et de l'eau. Les jours sont courts. La nuit, ici, il fait noir comme dans le ventre d'une baleine morte. » Ils sortirent. Le soir se répandait déjà sur la terre, en une brume bleuâtre. Leknir aidait Roald à fendre les bûches. Ses gestes étaient précis, économes. Il ne lançait pas la hache comme au combat. Il l'abattait droit, sur la ligne qu'il fallait. Roald, à côté de lui, travaillait plus vite, parfois moins exactement. Les éclats de bois volaient de tous côtés, et l'air sentait le bois frais. À un moment, Leknir, sans un mot, mit de côté une bille mal fendue et la recoupa d'un seul coup net. Et ainsi, encore une fois, puis une autre. Il ne cherchait à froisser personne. Il ne supportait simplement pas de voir un travail fait à moitié. Roald remarqua que l'on avait déjà repris derrière lui une troisième pièce. Ses lèvres se serrèrent.
En lui monta une sensation désagréable, un mélange de jalousie et de honte. Autrefois, lui non plus ne savait pas tenir une hache correctement. Sadie lui avait montré patiemment comment faire plus aisément, plus vite. Et voilà qu'arrivait quelqu'un qui faisait mieux, qui corrigeait en silence ses erreurs comme s'il n'était qu'un gamin. Revenant de l'autre côté de la cour où elle venait de vérifier les verrous de l'étable, Sadie s'arrêta et resta un moment à les observer, sans signaler sa présence. Son regard glissait d'un homme à l'autre, comme entre deux feux de camp qui pouvaient réchauffer une même maison ou bien l'embraser par deux côtés à la fois. Lecknir venait justement de se tourner vers la palissade, où les pieux avaient été plantés trop peu profondément. Roald recula, essuyant son front, et il vit l'autre tirer sans un mot le poteau branlant, creuser un peu plus le trou et le refixer droit. Dans cette correction silencieuse, il y avait plus de reproches que si Lecknir avait commencé à jurer. Sadie sortit de l'ombre et s'approcha. Elle avait remarqué la tension. Lecknir tressaillit légèrement de surprise, puis se redressa aussitôt. Roald détourna obstinément le regard, comme s'il s'était lui-même puni. « Le pire, ce ne sont pas les poteaux mal plantés, » dit Sadie à voix basse, mais assez fort pour qu'ils entendent tous les deux. « Le pire, c'est quand l'un se tait et corrige l'autre, tandis que celui-ci est persuadé d'avoir bien fait. » Elle se plaça aux côtés de Lecknir et contempla la clôture redressée. « Si tu veux qu'il fasse mieux, poursuivit-elle, enseigne-lui, montre-lui où il s'est trompé, dis-lui comment faire autrement. Ici, les gens ne sont pas des pièces que l'on jette. » Le mot « gens » résonna particulièrement distinctement, comme si elle insistait. Ni esclaves, ni serviteurs, ceux qui vivent sous un même toit. Lecknir sentit ces mots tomber en lui comme des pierres dans un puits, atteignant le fond de cet endroit où il s'était depuis longtemps habitué à se considérer comme un objet que l'on remplace lorsqu'il se casse. Sa main se crispa légèrement sur le poteau de bois. « Je ne voulais pas. » commença Teil avant de s'interrompre, incapable de trouver le mot juste. Il ne voulait pas l'humilier, ne voulait pas que la palissade tienne mal. Tout cela était vrai. Mais l'expliquer avec le vocabulaire habituel du serf et du guerrier restait difficile. « J'ai besoin de vous deux, » dit calmement Sadis. De l'un parce qu'il sait comment tenir la maison de l'intérieur, de l'autre parce qu'il sait la défendre de l'extérieur. Mais une maison, c'est les deux à la fois. Si vous commencez à tirer chacun de votre côté, je ne tiendrai pas. Si vous apprenez à vous ajuster l'un à l'autre, nous passerons encore bien des hivers. Ensemble. Le soir venu, alors que le ciel au-dessus du fjord s'assombrissait et que les premières étoiles risquaient un regard à travers les déchirures des nuages, le feu crépitait déjà dans la longue maison. Saïdis faisait cuire une soupe étillère épaisse, la remuant avec une longue cuillère de bois. Dans le chaudron, il y avait un peu de viande, un peu de gruau, des racines, une nourriture paysanne ordinaire. Mais son parfum arrachait à l'estomac des deux hommes un élan de faim profonde, presque douloureuse. Ils étaient trois à table. Sadis près du foyer, à portée du chaudron, Roald à sa droite, Lecknir à sa gauche. Dans cette répartition, il y avait quelque chose à moitié fortuit, à moitié prédestiné. Dehors, le vent hurlait et secouait chaque fois la neige dans les angles. À l'intérieur, il faisait chaud et calme. On n'entendait que le tintement des cuillères contre les écuelles de bois et, au fond, le craquement de la résine. La nuit, lorsque le feu eut été couvert et que la maison plongea dans une demi-obscurité, chacun était allongé sur sa banquette, à écouter le faible crépitement des braises et les gémissements du vent contre les murs. Lecknir mit du temps à trouver le sommeil. Son corps, habitué aux planches dures et à la pierre froide, s'étonnait de la douceur des peaux sous son dos. C'est ainsi qu'ils commencèrent à vivre, sans hurte, avec prudence. Et l'hiver, désormais, régnait tout à fait. Un jour, le silence de la maison fut brisé par un coup sec et brutal contre le portail. Les planches frémirent, et un écho sourd se propagea dans le bois.
Sadis redressa la tête. Son aiguille suspendue un instant en l'air. Roald se figea, ses doigts se portant d'eux-mêmes aux manches de son couteau. La seconde d'après, une voix avinée, traînante, retentit dehors. « Hé, la maison sur la colline, ouvre! Tu as des invités! L'hiver est long. Partage ce que tu caches dans ton étable et sous ton manteau. » Une autre voix suivit, plus rude, éclatant d'un rire grossier. Puis un nouveau coup, cette fois contre le battant même du portail. Donné d'un pied ou d'une épaule. Le bois gémit. Sadis planta soigneusement son aiguille dans le tissu pour ne pas perdre son poing, posa la tunique à côté d'elle. Au-dedans, tout se noua serré, ce son lui rappelant trop de choses. Autrefois, en un autre hiver, des hommes étrangers avaient frappé de la même manière au portail de leur maison ancestrale. À cette époque, ce n'étaient pas des rires ivres, mais des cris d'ennemis avides de butin. « Reste assis, » dit-elle à voix basse pour Roald, qu'elle voyait prête à se lever. « Je vais y aller. » Sa voix était calme, mais on y entendait un acier, que reconnaît quiconque a déjà entendu un ordre de combat. Roald obéit, non sans peine. Leiknir rangea la pierre à aiguiser, mais ne lâcha pas son couteau. Son corps se tendit comme celui d'un chien qui sent une odeur étrangère à la porte. Sadis jeta son manteau sur ses épaules. Son visage, en cet instant, était éclairé par en dessous, si bien que les ombres lui donnaient l'allure de ces femmes auxquelles les sagas prêtent plus tard des exploits. La bouche ferme, les yeux brillants, la tresse serrée rabattue sur l'épaule. Elle tira le verrou, sortit sur le perron et referma la porte derrière elle, bien serrée, pour garder la chaleur et pour que ce qui se jouerait dehors n'entre pas d'un coup de vent dans la maison. Dans la cour, il faisait sombre. La flamme du flambeau découpait des fragments de réalité dans la nuit. Des pieux glacés de la clôture, les silhouettes sombres des granges, les arêtes blanches des congères. 3 hommes se pressaient devant le portail. À leurs vêtements, on voyait qu'ils venaient d'un navire étranger. De lourds manteaux se serraient sur leurs épaules, ceints de ceintures portant des fourreaux. Le vent passait à travers leurs bonnets, comme s'ils s'y promenaient. Leurs visages étaient rougis par le froid et l'alcool. Leurs yeux brillaient d'un éclat peu bienveillant. « Voilà la maîtresse » siffla l'un d'eux, grand, à la barbe rousse. « On disait qu'il n'y avait pas d'homme dans cette maison. Alors, nous allons négocier simplement. » Il fit un pas en avant, allongeant le cou, comme un chien qui flaire la viande. Sadis leva le flambeau plus haut, éclairant son visage et ceux des autres. La nuit. Seul entre par ces portes ceux dont je connais la venue, dit-elle d'un ton égal. Si vous avez une affaire, dites-la. Si c'est du vacarme que vous cherchez, descendez dans la vallée. Il y a une taverne là-bas. Allons donc, maîtresse, traîna un autre trapu, le nez cassé. Nous sommes des gens paisibles. Nous ne demandons pas grand-chose. 2 moutons, et puis, peut-être un court moment de chaleur. L'hiver est long. La viande fond comme la neige au soleil de printemps. Et toi, tu caches sûrement des réserves ici. Il se fendit d'un rictus, hochant la tête en direction de la maison derrière elle, comme s'il y avait déjà rangé à son goût tout ce qui dormait dans les coffres. Le troisième, le plus jeune, plissa les yeux pour détailler Sadis. Son regard glissa le long de sa gorge, sur les attaches de son manteau. Il était si peu équivoque qu'un frisson de froid parcourut l'échine de Sadis, alors même que le vent était déjà cruel. « La viande a été vendue au marché, » répondit-elle calmement. « Ce qui reste est pour ma maison, pour les miens. Je n'ai qu'une vache, 2 moutons peut-être. Si je vous les donne maintenant, je regarderai au printemps une cour vide accueillir le nouveau jour. Ce n'est pas un prix que je veux payer pour votre plaisir. » Le roux ricana et s'avança. Sa botte grinça sur la neige gelée. Il posa la main sur le poteau du perron et se pencha. « Et si nous offrons un bon prix ?» Sa voix devint plus basse, sans se faire plus douce. « Pas seulement en argent, nous ne sommes pas capables de réchauffer que des moutons cette nuit. » Il lui adressa un clin d'œil perfide. Son regard glissa de nouveau sur elle comme une main sale.
Sadis serra le manche du flambeau au point d'en blanchir les jointures. En elle monta la colère froide qu'elle connaissait bien. Elle venait moins de la peur que de la lassitude. Lassitude devant ce genre de proposition, devant un monde où une maison sans mari est tenue d'office pour une proie facile. Cette maison est sous la protection du Jarl, dit-elle à voix basse, et sous la mienne. Oh. Ici, on ne marchande ni les femmes, ni les biens du foyer. Je pense que vous êtes assez sobre pour comprendre qu'il est temps de partir. Les hommes échangèrent un regard. Le nom du Jarl tombait comme un coup de marteau sur la pierre. Mais le courage ivre et le sentiment d'impunité que la mer donne à ceux qui en viennent n'avaient pas encore fondu. Le roux renifla. Le Jarl est loin, gronda Théil. Et nous sommes ici. Quand ces hommes grimperont jusqu'à cette cour, la neige aura déjà fondu. Ne fais pas semblant, maîtresse, de ne pas comprendre les choses simples. Il fit encore un pas, et Sadis sentit la distance entre eux se réduire jusqu'à devenir dangereuse. Elle ne recula pas. Ses épaules demeurèrent droites, son menton levé. En elle, tout se concentra en un seul point, comme avant un saut. La porte, derrière son dos, grinça soudain doucement. Quelqu'un l'entr'ouvrit, laissant passer une étroite bande de lumière tiède sur le perron. Dans cette lumière, Lecknir fit un pas. Il ne portait qu'une tunique de lin et un pantalon sombre. En hâte, il avait glissé à sa ceinture la hache Merlin, dont il se servait encore le soir même pour fendre le bois. Ses cheveux, un peu en bataille, après le sommeil, retombaient d'Anninck sur son front. Le collier brilla dans la lueur du flambeau. Il se plaça en silence entre Sadis et les hommes, sans la masquer entièrement, mais s'offrant comme première ligne. Il sentait le sommeil, la fumée et l'acier. Dans ce geste, il n'y avait nulle précipitation, seulement l'assurance d'un homme pour qui ce genre de face à la porte d'autrui n'a rien d'inhabituel. Le marin roux, découvrant devant lui un homme marqué au fer et portant un collier, élargit son rictus. « Ah, je vois, traîna Théil. La maîtresse a donc un défenseur. Tu n'as pas peur, maîtresse, que nous l'achetions, lui aussi? Ou qu'on le prenne, comme on prend ce qui est mal gardé ?» Lecknir inclina légèrement la tête de côté. Une fraction de seconde, on eut l'impression qu'il pesait si cela valait la peine de parler. Pourtant, il prit la parole. « Tu peux essayer, dit-il à voix basse, mais, à vous regarder, je doute que vous soyez capable de repartir d'ici sur vos jambes, même si je vous laisse porter le premier coup. » Ces mots ne portaient aucune vantardise. C'était un constat. Il parlait en homme qui avait trop souvent vu des rixes pour ignorer comment elles finissent. Les marins se figèrent une seconde, digérant ces paroles. Puis le trapu éclata de rire, trop bruyamment pour que ce soit un rire sincère. « Vous avez entendu, l'esclave montre les crocs, et donc qu'il en a, ce qui veut dire qu'il est en forme !» cria Théiel. « Voyons un peu ce que valent ces crocs. » Il se rua en avant, le poing levé. Lecknir, qui attendait exactement cela, fit un pas à sa rencontre. Tout alla très vite. Il ne tira pas la hache, car il n'était pas nécessaire de répandre du sang là où des bleus suffiraient. Sa main rencontra celle de l'assaillant, saisit son poignet, l'entraîna brutalement vers le bas. Le marin trapu perdit l'équilibre. Le genou de Lecknir le cueillit en plein ventre. Un gémissement lui arracha l'air des poumons. Il se plia en deux et s'enfonça dans la neige. Le deuxième, le plus jeune, porta la main à son couteau. Lecknir se décala, l'attrapa par le col et le plaqua contre le poteau du portail avec une telle force que le bois se plaignit. Le couteau glissa de ses doigts et tomba sur la croûte gelée dans un tintement sourd. Le roux, lui, arrivait avec un temps de retard. Il avait déjà saisi la poignée de sa petite hache, mais, à ce moment, la porte s'ouvrit plus largement et Roald jaillit sur le perron, un morceau de bois serré en main. Dans les premières secondes, il resta figé, comme cloué sur place. Son corps se souvenait de trop de choses.
Sous des couches anciennes et presque effacées, la mémoire lui renvoyait les cris, les coups, l'odeur du sang et de la sueur, lorsque des mains puissantes vous arrachent là où vous ne voulez pas aller. Puis son regard se fixa sur Sadis. Elle se tenait derrière Leknir, le flambeau tremblant dans sa main, mais ses yeux brûlaient d'une flamme froide. Rold n'y vit pas de la peur, mais une détermination dure. Cela suffit pour que la sienne l'emporte sur son propre effroi. Il s'élança vers le roux et abattit de toutes ses forces son morceau de bois sur son bras. Le coup ne frappa pas l'os, mais la chair, et cela suffit pour lui faire lâcher la hache. Elle s'abattit dans la neige. Il lâcha un juron, pivota, leva le poing pour frapper Roald. Mais Leknir était déjà là. Il se plaça entre eux, saisit le marin à l'épaule, le fit pivoter d'un geste sec et le repoussa loin du perron. La neige craqua sous les bottes. L'air se chargea de respirations lourdes, de jurons hachés, du frottement d'un métal heurté par hasard. Mais le sang coulait à peine. Quelques lèvres entr'ouvertes, 2 ou 3 écorchures. Leknir se mouvait comme on l'avait formé dans des ports lointains, rapidement, proprement, en comptant ses coups. Il ne franchissait pas la limite au-delà de laquelle le combat devient massacre. Il ne cherchait pas à tuer, seulement à tracer une frontière. En quelques instants, tout fut terminé. Les 3 marins se tenaient devant le portail, haletants, tenant chacun un endroit douloureux, ventre, bras ou épaules meurtries. Leur bravoure enivrée s'était dissipée comme la vapeur au-dessus d'une soupe trop chaude, laissant derrière elle une vague de honte et de colère. Le roux cracha dans la neige, lança à Leknir et à Sadis un regard chargé de dépit. « Tu t'en repentiras, maîtresse » grogna-t-il en reculant. « N'oublie pas qui apporte l'argent dans ces parages. Les jarls sont riches de nos pièces. Les jarls sont riches de ceux qui savent tenir parole, répondit Sadis sans élever la voix. Et de ceux qui ne touchent pas à ce qui appartient aux autres. Si tu veux éprouver la patience de notre jarl, tu peux descendre demain te plaindre auprès de lui. Il refusa un reniflement méprisant, mais ne répliqua pas. Les marins, échangeant des injures, se dirigèrent vers le portail. L'un trébucha, un autre le rattrapa par le col pour l'empêcher de tomber. Ils disparurent en tort de la cour, et leurs silhouettes se diluèrent bientôt dans l'obscurité. On n'entendit plus que des éclats de rire lointains, remontant de la vallée où les navires étaient amarrés. La cour retomba dans un calme d'hiver. Seul le vent restait le même, agitant les bouquets d'herbes suspendus au portail. Sadis sentit ses jambes devenir de coton. Elle prit appui contre le poteau du perron et respira profondément. Le flambeau craquait entre ses doigts. La cire dégoulinait sur sa peau en gouttes brûlantes, mais elle ne sentait pas la douleur. Roald, toujours le morceau de bois à la main, reprit son souffle. Son cœur battait contre ses côtes, comme s'il voulait s'échapper. Il regarda Leknir et, pour la première fois, le vit autrement. Non comme un rival ou comme un rappel de sa propre faiblesse passée, mais comme quelqu'un qui s'était tenu à ses côtés. Ni devant, ni derrière lui, mais à sa hauteur. Tu pouvais ne pas sortir, dit doucement Leknir, comme s'il avait deviné sa pensée. La loi est de mon côté, je ne suis qu'un esclave. Je ne suis pas obligé de risquer ma peau sans ordre. Roald eut un rire bref et déséquilibré, jetant son morceau de bois dans la neige. Alors toi aussi tu pouvais rester auprès du feu, répondit-il avec une franchise maladroite. Mais puisque tu es sorti, cela aurait été étrange que je reste à me réchauffer. Leurs regards se croisèrent. Un bref accord passa entre eux, presque invisible. Tous deux auraient n'en pu choisir de faire ce qui les arrangeait. Et pourtant, ils avaient pris une autre voie. Non à cause des lois, mais parce que sous ce toit, il y avait désormais quelque chose qui méritait qu'on se lève pour elle. Sadis écoutait ces mots et sentait peu à peu se desserrer le nœud douloureux qui lui sciait la poitrine. Quand les premiers coups avaient secoué le portail, elle avait revu la vieille attaque. À l'époque, la maison appartenait encore à son père.
Bran, avec les voisins, repoussait les étrangers, tandis qu'elle, toute jeune, se tenait dans la chaleur du foyer, un couteau à la main, comprenant que si l'ennemi franchissait le seuil, il lui faudrait trancher autre chose que du pain. Ce jour-là, beaucoup tombèrent. Son frère prit la mer, et la maison ne fut plus jamais la même. Depuis, la nuit et les voix d'hommes devant une porte réveillaient toujours en elle l'écho de ce jour. Ce soir, en chassant cet écho, elle réalisa que la peur était bien là, mais différente. Tout au fond de cette angoisse brillait une conviction têtue. Elle n'était pas seule. Dans cette cour, il y avait deux autres hommes qui sortiraient à l'appel de sa voix dans la nuit, l'un par devoir, l'autre par souvenir de ses anciennes chaînes. Cette certitude était si neuve qu'elle lui donnait envie de la toucher avec précaution, comme une plaie à peine refermée. Elle descendit du perron, posa le flambeau sur la neige et marcha vers les marches inférieures, où le sol était labouré d'empreintes. Par endroits, des taches sombres s'étalaient. Ce n'était pas du sang, juste de la boue, mais cela restait la trace d'une hostilité étrangère. Sadie prit un seau, puisa de l'eau au puits et revint laver ses marques. L'eau gelait aussitôt en une fine pellicule, mais elle continua, obstinée. Elle devait effacer cette intrusion, non seulement du bois, mais aussi de la mémoire du lieu. Leknir s'approcha en silence. « Je vais m'en charger, dit-il. Tu en as assez fait en sortant à leur rencontre. » Non, répondit-elle sans se retourner. C'est ma maison, c'est à moi d'en laver ce qui n'a rien à y faire. Il y avait dans sa voix quelque chose qui l'arrêta net, et il comprit que cela ne parlait pas seulement de cette nuit, c'était aussi pour ceux qui, autrefois, étaient venus avec le feu et l'épée, pour ceux qu'elle n'avait pas su sauver, pour le frère perdu dans des chaînes étrangères. Chaque geste devenait un petit rite de purification, du passé comme de l'avenir. Roald, entre-temps, ramassa le couteau tombé à terre, celui du marin. Il le tourna dans ses mains. « On le garde ?» demanda Théil. « Le fer ne sera jamais de trop. »« On le garde, » acquiesça Sadis. « Mais avant de prendre quelque chose laissé par des hommes comme eux, il faut donner quelque chose aux nôtres. Demain, tu déposeras une brassée de bois en plus devant la porte de la veuve Helga. Qu'elle ait de quoi se réchauffer. » En une phrase, elle lia la rencontre avec cette force ivrogne et brutale à sa propre idée de l'équilibre. Si la maison reçoit quelque chose, elle doit donner en retour à ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Leknir en prit note. Son ancien maître ne voyait dans un couteau trouvé que du profit. Ici, chaque morceau de fer prenait un sens. Ils rentrèrent lorsque le vent forçait et que la nuit avait tout à fait englouti le ciel. Dedans, la chaleur, la lumière du foyer, l'odeur familière de fumée les accueillirent. Pourtant, quelque chose avait changé, imperceptible peut-être, mais indiscutable. Les murs semblaient plus proches, l'air plus dense, comme si la maison venait de reconnaître de nouveaux protecteurs. Roald, étendu sur sa banquette, mit longtemps à s'endormir. Il tournait dans ses mains le couteau étranger, repensant au moment où il avait failli rester derrière la porte, faire semblant de ne pas entendre. Pourtant ses jambes l'avaient porté dehors. Il n'y avait pas là de héroïsme, seulement la volonté de ne pas trahir la confiance que Sadis lui avait accordée autrefois en le tirant du trou. Il comprit que cette confiance se partageait désormais en deux, et cela n'était pas si effrayant. Leknir, lui, regardait l'obscurité du plafond. Dans sa tête, les mots revenaient encore et encore. « Cette maison est protégée. Ou bien vous partez, ou bien vous restez ici. » Quand il les avait prononcés, il n'y avait presque pas réfléchi. Il parlait comme lorsqu'il gardait que les entrepôts et les coffres d'un autre. Mais il comprit seulement maintenant combien cette phrase sonnait autrement, lorsqu'il ne s'agissait pas de marchandises, mais d'une maison où l'on venait peut-être de lui trouver une place. D'une femme qui, pour lui, avait presque vidé sa bourse et qui était sortie dans la nuit, non pas cachée derrière un dos d'homme, mais à ses côtés. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine.
mêlée à la prudence habituelle. Cette femme devenait pour lui plus qu'une maîtresse, quelqu'un pour qui il voulait se tenir debout, non à cause du fouet ni du paiement, mais parce que autrement, il ne pourrait plus se regarder sans honte. Il connaissait le prix de ce choix. Là où les sentiments s'en mêlent, l'honneur devient plus lourd et la douleur des pertes plus vive. Pourtant, allongé sur sa couche, il s'autorisa pour la première fois depuis des années une pensée. Si je dois un jour me battre jusqu'à la mort, je préférerais que ce soit sur ce seuil. Sadis, elle, se retourna longtemps avant que le sommeil ne consente à venir. Les visages des 3 hommes continuaient de se dresser devant ses yeux, leur rictus d'ivrogne, leur chute dans la neige. Mais par-dessus ces images en montait une autre. Le dos de Leiknir, large, lui cachant presque le perron. Le regard de Roarad, où la peur avait cédé la place à une détermination entêtée. Elle sentait que quelque chose se déplaçait en elle, comme un bloc de glace arraché par les eaux de printemps. Ce qui avait commencé comme un marché et une dette prenait, en silence, un autre sens. Loin de là, dans la cour du Jarl cette même nuit, des hommes discutaient, peut-être autour d'une table des nouvelles lois, se demandant s'il fallait laisser venir toujours plus de prêtres étrangers sur leur terre. On tranchait les grandes affaires, dont dépendaient les destins des clans et des domaines. Pourtant, c'était dans des nuits discrètes comme celle-ci, dans des maisons semblables à celles de Sadis, que naissait ce qu'on appellerait plus tard un honneur nouveau. Non seulement la fidélité au roi, mais ce choix obstiné, intime, de se tenir aux côtés de ceux que le cœur avait reconnus comme siens. Le ciel au-dessus du fjord, ce jour-là, était bas et lourd, comme un chaudron renversé plein d'eau grise. La neige ne tombait pas dans flocons, mais en grésil humide, piquant le visage, fondant sur les cils avant de redevenir gouttes glacées. Le vent de mer poussait cette humidité dans chaque interstice, dans chaque couture. Les navires dragons à quai oscillaient sur l'eau sombre. Leurs proues sculptées disparaissaient dans le brouillard. Les roues des charrettes s'enfonçaient dans une boue neigeuse. Les chevaux soufflaient, secouaient à l'encolure. Par-dessus tout montait un grondement sourd de voix. On affluait vers le lieu du tingue. Sadis gravissait la pente vers la cour du Jarl, sentant chacun de ses gestes plus pesants que d'ordinaire. Un manteau trempé couvrait ses épaules. Dessous, une vieille robe de laine solide. Sur sa poitrine, brillait une broche simple mais massive, aux armes de son clan. Le même signe que portait la plaque du collier de Leiknir. Elle ne l'avait pas mise pour faire bel effet, mais comme un bouclier, posé. Pour rappeler à ceux qui l'entendraient qu'elle n'était pas seulement une femme de marché de plus, mais la dernière de sa lignée. À ses côtés marchait Leiknir. Ses pailles étaient hantées sûres, mais ses épaules tendues. Il était presque vêtu comme un homme libre. Un manteau solide serré par une ceinture, un couteau au côté, des bottes cerclées de fer. Seule la marque sur sa joue, et ce collier rappelait que son nom pouvait encore figurer sur un registre de marchandises. La plaque de métal frappée du signe de Sadis venait toucher sa clavicule à chaque pas, comme pour lui rappeler que sa liberté présente était une glace fine qu'un mot suffirait à briser. Roald venait un peu derrière eux. Se serrant dans son manteau, le capuchon tiré presque sur les yeux. Il détestait le Ting. Trop de monde, de voix criardes, trop de souvenirs de la domination d'autrui sur la vie des hommes. Mais il n'aurait pas supporté de rester à la maison tandis que l'on discuterait là-haut, au du sort de Leiknir. Dans sa poche, il gardait une petite tablette gravée de runes. Un vieux talisman offert autrefois par une vieille femme en remerciement d'un service. Ses doigts, sans caresser, le contour à travers l'étoffe, comme s'il cherchait à obtenir des dieux encore un peu de chance. Devant la demeure du Jarl, le vacarme surpassait celui du marché. Sur la vaste cour foulée jusqu'à n'être plus qu'un mélange de neige, de boue et de paille, une foule s'était formée. Des paysans libres venus se plaindre d'un voisin ou défendre une parcelle. Des marchands aisés aux bourses bien remplies. Les hommes du Jarl, enfin, enveloppés dans de longs manteaux, la lance à la main. Près de l'entrée de la grande maison pendaient des boucliers peints aux différentes armoiries.
Au-dessus de la porte, une bête sculptée, gueule ouverte, gardait le seuil. Un peu plus loin, une cloche de fer que l'on sonnait pour ouvrir et fermer l'assemblée. Leknir plissa les yeux en scrutant la foule, et il le vit aussitôt. Celui qu'il ne voulait plus croiser, mais dont le nom restait gravé dans sa vie d'avant. Le marchand se tenait près de l'entrée, entouré de 2 serviteurs. Il portait un manteau sombre de tissu coûteux, doublé de fourrure. Des bagues étincelaient à ses doigts, et un petit crucifix d'argent pendait à son cou. Ce crucifix prenait un air presque ridicule, lorsqu'on songeait à toutes les vies qu'il avait transformées en pièces. Son visage, bien nourri, impeccablement rasé, gardait des traits doux, mais ses yeux plissés n'avaient rien de tendre. Lui aussi les remarqua. Son regard effleura d'abord Sadis, jaugeant, évaluant si elle méritait que l'on tienne compte d'elle. Puis il se fixa sur Leknir, s'accrochant à lui comme un hameçon. Les coins de sa bouche se haussèrent en un sourire content des carnassiers. « Voilà donc notre fugitif », lança Taïl assez fort, pour donner l'impression de saluer un vieil ami. « Je pensais que la mer t'avait avalé. Tu auras mis du temps à errer de main en main. » Sadie s'arrêta net et se redressa encore davantage. Elle sentit ses paumes devenir moites sous la laine de ses gants. Elle serra plus fort la lanière de la petite bourse à sa ceinture. Il ne s'y trouvait que quelques pièces, non pour acheter le verdict, mais pour payer le voyage. En elle, tout se tendit, comme avant un premier affrontement. Elle savait que les mots pouvaient être aussi tranchants que des lames. « Ce n'est pas un fugitif, » dit-elle posément, assez toutefois pour être entendue autour d'eux. « Je l'ai acheté sur un marché régulier, et j'ai payé pour lui en argent. Depuis ce jour, il est sous ma protection. » Le marchand tourna vers elle son visage. Son sourire s'adoucit, mais la dureté dans son regard ne bougea pas. « Femme, » traîna Théil, savourant le mot. « Il se peut que tu ignores les subtilités de la loi. Cet homme m'a été vendu, il y a bien des hivers, par une transaction honnête. Ensuite, par la faute de mes gens, je l'ai perdu pendant une expédition. D'autres l'ont trouvé, revendu. Mais un cheval volé et vendu encore ne cesse pas pour autant d'appartenir à celui qui l'a acheté le premier. La loi est claire. La marchandise perdue retourne de droit à son propriétaire. Ainsi parlent ceux qui portent la croix, comme ceux qui se souviennent des anciens dieux. » Il leva la main et toucha ostensiblement le crucifix d'argent sur sa poitrine. Le geste était lent, presque nonchalant, mais on y sentait la sécurité d'un homme qui pense avoir la coutume de son côté, aussi bien que la foi nouvelle. Leknir écoutait, et chaque mot du marchand entrait en lui comme une sigouigui ancienne, familière. Il avait déjà entendu ce genre de discours. Ceux qui l'avaient revendus, comme une peau sur un étal, parlaient de la même façon. En lui se réveilla une vieille sensation poisseuse de culpabilité mêlée de lassitude. Il s'était perdu plusieurs fois, en effet. Il s'était laissé vendre. Il ne s'était pas enfui là où, peut-être, il l'aurait pu. Et toute cette route revenait vers lui, tel un bout de corde enroulé autour d'un poignet. Du coin de l'œil, Sadis le regarda et vit l'ombre passer sur son visage. La façon dont ses épaules, tout à l'heure encore redressées, se rabaissaient un peu. Elle ne pouvait pas laisser le passé le reprendre à la gorge. « Tu parles de chevaux et de marchandises, » dit-elle en se tournant de nouveau vers le marchand. « Je parle d'êtres humains. Lorsque je l'ai acheté sur le marché, celui qui tenait alors la chaîne avait des papiers. Tu as reçu ton argent. Des années se sont écoulées depuis. Combien de fois encore veux-tu être payé pour une seule et même vie ?» Les voix autour d'eux baissèrent. On écoutait. Pour beaucoup, ce débat n'avait rien d'abstrait. Parmi eux, certains avaient connu les chaînes avant d'être rachetés. D'autres espéraient tirer un fils ou un frère du marché. À travers le destin d'un guerrier marqué, ils entendaient leur propre espoir. Celui de croire que le rachat n'est pas un nœud sans fin. Le marchand haussa les épaules, comme si son ignorance lui faisait peine.
La loi ne se soucie pas de ce que nous ressentons, répondit-il. Si chacun de ceux qui ont perdu quelque chose pouvait simplement renoncer à le réclamer, où irait l'ordre? Si un lièvre sort du collet pour entrer dans un autre piège, il ne redevient pas pour autant bête sauvage. Je ne me présente pas devant le jarle les mains vides. J'ai des témoins, j'ai des registres. Si tu veux, le garder paye. Un deuxième rachat pour un bien perdu. C'est juste. Dans sa bouche, le mot juste avait un goût particulièrement infect. Sadie sentit monter en elle une colère sourde. Elle aurait voulu lui cracher à la figure que, d'après sa logique, on pouvait vendre la même âme jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Elle se retint. La colère ne suffirait pas ici. Dans la cour du jarle, il fallait parler autrement. Roald fit un pas pour se rapprocher, se plaçant entre eux et la foule. Il était prêt à saisir Sadis par le bras si le débat se changeait soudain en cohue. Mais, pour l'heure, les gens se contentaient de se tasser, comme on se groupait autour d'un feu, lorsque l'on raconte une histoire qui fait peur, mais dont on ne perd pas une parole. À cet instant, la cloche tinta près de la porte du long bâtiment. Les battants s'ouvrirent plus largement, et le jarle apparut sur le seuil. C'était un homme d'âge mûr, à la barbe noire épaisse où passaient déjà des fils gris. Un lourd manteau fermé par une fibule en forme de tête de loup couvrait ses épaules. Dans sa main, un bâton gravé de runes. À ses côtés se tenait un homme maigre, vêtu simplement mais proprement, les cheveux coupés courts, une croix au cou. Un prêtre étranger que l'on voyait souvent auprès du jarle, ces temps-ci. Ceux qui viennent avec une affaire entreront, lança le jarle d'une voix rauque mais ferme. Les autres attendront dehors. Ce n'est pas un lieu pour les bousculades de marché. Le cœur de Sadie se mit à battre plus fort. Le moment qu'elle redoutait et préparait était là. Le marchand inclina la tête, comme si tout se déroulait selon son plan, et s'avança vers la porte en premier, donnant à comprendre qu'il se sentait maître de la situation. Sadis lui emboîta le pas. Leknir fit un mouvement, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Je passe la première, » murmura Théel. « Ceux qui ont un mot à y dire parlent les premiers au jarle. Tu entreras quand on t'appellera. » Il voulut protester, puis se tut en croisant son regard. Il n'y eut aucune hésitation. Elle savait ce qu'elle faisait. Il n'avait plus qu'à accepter cela, comme on accepte un bon ordre avant un combat. Il recula d'un pas, mais resta assez près pour voir encore son dos et le pli de son fichu, lorsqu'elle franchit le seuil. À l'intérieur, la chaleur lui monta au visage comme une vague. Des torches brûlaient le long des murs. Sur les tables, des coupes, des cornes, des plats, d'où montait encore une odeur de graisse et de bière. Au centre, près du foyer, siégeait le jarle. Les anciens des clans avaient leurs bancs plus bas. Un peu de côté, la place était réservée aux prêtres. De grands boucliers, des épées, des lances pendaient au mur du fond. Le tout béqueignait dans la fumée et une légère senteur de résine. Sadie s'arrêta au milieu de la salle, sans trop s'avancer, ni rester trop en retrait. Le marchand se posta plus loin, près d'une table où s'étaient installés d'autres négociants. La croix qu'il portait accrochait que la lumière et les regards. « Tu viens avec une plainte ou avec une demande ?» demanda d'emblée le jarle en s'appuyant sur son bâton. « En hiver, on ne gaspille pas nos forces en disputes creuses. »« Je viens pour une question d'honneur, » répondit Sadis. « Et pas seulement du mien. » Elle sentait les regards se fixer sur elle. Certains reconnaissaient la femme libre du coteau du Nord. D'autres ne voyaient en elle qu'une suppliante parmi d'autres. En elle, tout brûlait, mais sa voix restait égale. Elle commença par ce que nul ne pouvait nier. Elle exposa quand et où elle avait acheté Leknir, à qui et à quel prix. Elle cita les témoins, des marchands qui avaient assisté à la transaction, des gens qui l'avaient aidé à consigner l'acte. Elle décrivit la vie de Leknir depuis ce jour, la façon dont il travaillait et défendait son enclos. Puis ce fut au tour du marchand. Il parla avec aisance, habitué à convaincre.
Sa voix roulait avec cette assurance mielleuse qu'ont ceux qui vendent tout, de l'étoffe à la chair. Il rappela les anciens accords. Comment, jadis, il avait lui-même acheté l'Eiknir en toute régularité. Il invoqua les lois qui disent qu'un bien perdu demeure inscrit au nom de celui qui l'a acquis en premier. Il insista sur la nécessité de préserver l'ordre dans le commerce, pour que nul n'ait à craindre de perdre un homme en expédition. Le prêtre, à ses côtés, gardait le silence, mais hocha parfois la tête, approuvant apparemment la cohérence de ce discours. Depuis la porte, Leiknir entendait le brouhaha des voix, sans saisir chaque phrase. Une autre chose le travaillait davantage, la sensation, familière, que son sort se décidait à nouveau sans lui, comme autrefois, sur un marché, lorsque l'on discutait au-dessus de sa tête de ce qu'il valait. Il serra les poings jusqu'à ce que ses ongles lui mordent dans les paumes. Roald, près de lui, surprit le geste et lui effleura le coude. « S'il t'appelle, parle comme tu penses, » souffla Théil. « Pas comme ils aimeraient en t'entendre. » Ces mots se logèrent quelque part entre le cœur et la gorge de Leiknir. Dans sa vie d'avant, on n'attendait de lui aucune pensée, seulement des rapports. Aujourd'hui, tout était différent. Sadie sentit le marchand prendre trop de place dans la pièce. Elle attendit qu'il s'arrête et demanda « Peut-on entendre celui dont on discute ici ?» Le jarl acquiesça. C'était un geste de justice assez rare. Permettre à la marchandise de parler. Les regards se tournèrent vers la porte. Leiknir inspira profondément et avança. Dans la grande salle, il se sentait comme dans la cale d'un navire le jour où on l'avait mené pour la première fois devant des acheteurs. À la différence qu'il ne portait plus une chemise déchirée et des chaînes, mais des vêtements assez honnêtes pour se tenir dans le cercle des hommes. Et, cette fois, il avait derrière lui, au sens propre, la maison du coteau. « Dis ton nom, demanda le jarl. « Leiknir, répondit-il. Guerrier marqué, c'est ainsi qu'on m'appelait chez le marchand. C'est ainsi qu'on m'appelait déjà avant les chaînes. » Il raconta brièvement, sans détail superflu, le fil de sa vie. Son service chez un maître, puis un autre. Sa capture lors d'un raid, sa revente. Il ne se justifia pas, ne se plaignit pas. Il étala les faits, comme on aligne des pierres sur une table, pour que tous puissent être les compter. Lorsqu'il en arriva au marché où Sadis l'avait racheté, son regard chercha le sien. Quelque chose de chaud et de reconnaissant passa dans ses yeux, chose qu'il ne pouvait pas dire ici. « Si, selon vos lois, on peut m'acheter et me revendre comme un coffre, » conclut-il. « Alors selon ces mêmes lois, mon premier maître a déjà reçu de l'argent pour moi. Aujourd'hui, celui qui tient de mon marquage et ma vie, c'est celle qui a payé la dernière. Mais si vous proclamez que le premier acheteur peut venir encore une fois réclamer son dû. » Il hésita, cherchant le mot. « Alors aucun de nous, qui avons connu les chaînes, ne pourra jamais faire confiance à un rachat. Alors tous ceux qui se croient libres aujourd'hui devraient-ils s'attendre à être un jour ramenés au nom d'une vieille marque ?» Un silence pesant tomba dans la salle. Le craquement des bûches dans le foyer sembla plus sonore. Le jarl le fixait, attentif. Il n'y avait ni haine ni compassion évidente dans son regard. Seulement la concentration de celui qui sait qu'il prend une décision qui dépassera le jour présent. Le prêtre, debout près du jarl, se pencha légèrement vers lui et dit d'une voix basse, mais assez distincte pour être entendue. « Dans les pays où règne la loi d'un seul Dieu, l'esclave perdu reste aussi la propriété de son premier maître. S'il peut prouver son droit, l'ordre prime sur la pitié. Sinon, c'est le désordre. » Ces paroles semblaient faire pencher la balance vers le marchand, mais Sadis fit un pas en avant, les empêchant de tomber tout à fait. Si chaque marchand peut, à n'importe quel moment, venir dire « c'est de nouveau à moi », lança-t-elle d'une voix claire, presque sonore, alors aucun de ceux que nous rachetons au marché ne sera jamais vraiment libre. À quoi bon parler d'honneur et de loi dans ce cas? Nos pièces d'argent ne seraient
que le prix pour garder quelqu'un chez soi pendant quelques hivers, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre décide de le reprendre. Elle n'élevait pas le ton. On entendait dans sa voix la même honnêteté obstinée que dans la conduite de sa maison. Elle leva la main comme pour retenir un poids invisible. « Je suis une petite personne, » poursuivit-elle. « Je n'ai ni troupes ni navires richesses. Je n'ai qu'une maison, quelques champs, et ceux que j'ai pu tirer des chênes. Si la loi se range du côté de ceux qui veulent être payés 2 fois pour une seule vie, nous les petits, cesseront de racheter qui que ce soit. Pourquoi sauver si chacun d'eux peut disparaître demain à cause d'un vieux registre ?» Le jarl garda le silence plus longtemps qu'à l'ordinaire. Son regard alla de Sadi au marchand, puis à Leiknir. Il embrassa ensuite tout le hall d'un coup d'œil. À cet instant, il n'était plus seulement l'homme assis près du grand feu. Il incarnait cette frontière fine entre l'ancien monde et le nouveau, entre un honneur encore bâti sur les serments et une loi que l'on tentait de refondre sur un modèle étranger. Le ciel lourd, derrière les murs, semblait appuyé sur la toiture, comme si le temps lui-même plaquait la maison au sol, exigeant une décision. La poitrine de Leiknir se serra en un nœud. Il comprit alors que l'enjeu n'était pas seulement de rester dans la maison de Sadis ou de retourner chez le marchand. Il s'agissait de savoir si ce monde allait confirmer sa vieille vérité amère, qu'il resterait à jamais une marchandise, ou si, pour la première fois, on reconnaîtrait en lui un être que l'on peut racheter une seule fois. Pour de bon, Roald, légèrement en retrait, regardait Sadis avec un mélange de fierté et de crainte sourde. Il avait l'impression qu'elle soutenait sur ses épaules non seulement leur maison, mais aussi tous ceux qu'elle avait tirés de la boue. Ses paroles pouvaient changer peu de choses, ou bien énormément. Si le jarl refusait, elle continuerait malgré tout à venir au marché. Le jarl se leva enfin. Son bâton frappa le sol de bois dans un bruit sourd. Les visages se tendirent. Un instant, il sembla que même le feu se fit plus discret. Sa décision flottait dans l'air comme un premier coup de tonnerre avant l'orage. Dans la grande salle, ce fut l'un de ces rares instants de silence où le moindre crépitement paraît de trop. Le jarl se tenait près du foyer. La flamme sculptait ses traits, comme une statue de pierre sombre. Il ne se pressait pas. Son regard parcourut Sadis, le marchand. Leiknir s'arrêta sur le prêtre, puis revint vers les gens rassemblés. « La loi, » commença-t-il lentement, « n'existe pas pour qu'un homme prenne l'argent 2 fois pour une seule vie. » Il souleva son bâton d'un bref geste, appuyant chaque mot. « Si l'on permet à celui qui a déjà été payé d'en réclamer encore, alors tous les marchés de mes terres deviendront de fait des vols, scellés de ma propre marque. Je ne le tolérerai pas. Celui qui parle d'ordre chrétien doit comprendre que l'ordre repose non seulement sur les paroles, mais aussi sur la confiance. Ton esclave, fit-il en hochant la tête vers le marchand, a été vendu. Tu as reçu ta part. Depuis ce jour, il n'est plus à toi. » Le marchand pâlit, tenta encore. « Jarl, mais les anciens usages. » « Les anciens usages, » coupa le jarl, et sa voix prit soudain un tranchant. « Disent aussi qu'un homme qui a payé pour celui qui l'a sauvé a le droit de le compter des siens. Et encore que l'honneur d'un jarl se mesure à une chose. Défend-il ceux qui n'ont pas de troupes derrière eux? Tu veux que l'on cesse, sur mes terres, de racheter des hommes au marché? Que nos mères et nos sœurs cessent de croire qu'elles peuvent ramener les leurs. Alors continue à parler de second rachat. » Il marqua un temps, laissant retomber ses paroles. « La décision est la suivante, » conclut-il. « La transaction de Sadi est reconnue légitime et définitive. Sur ces terres, nul ne paiera 2 fois pour une même vie. L'homme dont il est ici question ne figure plus comme ton esclave. Et si j'apprends que tu cherches à contourner ce jugement en dehors du Ting ?» Sa voix baissa d'un ton. « Tu n'auras plus le loisir de disserter sur les nouvelles lois et leurs croix. » Le prêtre pinça légèrement les lèvres, sans rien dire. Il voyait sans doute là une entorse à l'ordre auquel il était habitué, mais il comprenait qu'il n'était pas temps de contester. Le jarl affirmait, en cet instant, non seulement son droit de juger, mais aussi cette ligne fragile sur laquelle reposait son pouvoir. Leiknir restait immobile, comme frappé d'éclair.
Les mots ne figurent plus comme esclaves passèrent en lui comme un souffle tiède dans une forêt d'hiver. Il sentait encore le collier à son cou, mais prit conscience que ce cerceau de cuir n'était plus des entraves. Plutôt un vêtement un peu serré qu'il pourrait ôter, le moment venu. En lui quelque chose tourna, comme une pierre lourde que l'on pousse enfin de côté. Sadis ne se permit ni sourire, ni soupir de soulagement. Son visage demeura calme. Pourtant, une douleur aiguë, inattendue, lui serra la gorge, comme quand on enlève, au bout de longues années, une broche trop lourde et que l'on découvre à quel point les épaules s'allègent. Elle inclina profondément la tête. « Je te remercie », dit-elle simplement, pas seulement pour lui. Le regard du jarl se radoucit un peu. « Ne me remercie pas, moi, » répondit-il. « Remercie plutôt ceux qui, la prochaine fois, en regardant ta maison, se demanderont s'il vaut la peine de toucher à ceux pour qui tu montes au Thing. Tu as mis ton nom en jeu. N'oublie pas qu'on t'en demandera plus à cause de cela. » Elle hocha la tête. Ce prix-là était clair pour elle. Le marchand détourna les yeux, la bouche serrée. Il y avait dans son regard une rancœur lourde non seulement pour le bien perdu, mais pour l'atteinte à son autorité supposée sur la loi. Il songeait déjà à ce qu'il dirait de ce jugement ailleurs, au moyen de le contourner sur d'autres marchés. Pour l'heure, il ne pouvait que reculer. Quand ils sortirent dans la cour, la neige tombait toujours en grésil mouillé. Le monde semblait presque inchangé. Les gens s'agitaient, les chevaux renaclaient, les navires se balançaient dans la baie. Pourtant, pour ceux qui descendaient à présent le coteau, tout avait basculé. Roald rompit le silence le premier. « Alors, c'est fini ?» demanda Théil comme s'il n'osait y croire. « Rien n'est jamais fini », répondit Sadis. « Mais ce que le jarl pouvait faire, il l'a fait. » Leknir marchait à ses côtés. La neige fondait sur ses cils, comme le jour où il avait pris pour la première fois ce chemin, sans chaîne. Alors, il ne pensait qu'à cela. Sa vie changeait demain. Aujourd'hui, tout était différent. Il leva la main et toucha le collier. « Ceci n'est plus qu'une lanière, » dit-il comme pour vérifier à voix haute. « Plus la preuve de mon prix. » Sadis le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, son regard était chaud, ouvert, sans qu'aucune prudence ni fatigue ne viennent le masquer. « C'est la marque de mon choix, » répondit-elle. « Jusqu'à aujourd'hui, c'était aussi celle de ta non-liberté. Désormais, si tu le souhaites, nous l'ôterons, ou tu la garderas jusqu'à ce que tu t'y sentes prêt. Je ne déciderai pas à ta place. » Et il s'arrêta une seconde, serra le cuir entre ses doigts, pesant ce qu'il représentait. En lui, un débat se livrait. L'habitude de se croire objet tirait d'un côté, et ce germe fragile de liberté intérieure, de l'autre. Il comprit soudain qu'il ne voulait pas que quelqu'un lui arrache ce signe ici, devant toute la vallée. Cela ressemblerait trop à une scène de foire. « Qu'il reste pour l'instant, » dit-il doucement, « non comme une marque, mais comme un souvenir. J'ai été trop longtemps celui à qui l'on disait où aller. Je veux savoir ce que cela fait de décider moi-même quand il est temps de détacher la dernière boucle. » Sadis hocha la tête. Elle comprenait mieux qu'elle n'aurait su le dire. Si cela n'avait tenu qu'à elle, elle lui aurait retiré tout ce qui rappelait l'esclavage dès le portail franchi. Mais elle avait appris ceci. Une liberté offerte sans être demandée se change vite en une autre forme de dépendance. Il devait rattraper lui-même sa propre délivrance. Le chemin de retour vers leur auberge lui sembla plus court. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, la chaleur et l'odeur de viande rôtie les enveloppèrent comme un vieil ami. Le tenancier les dévisagea rapidement. La rumeur avait déjà couru dans le bourg, et ses yeux se plissèrent d'un amusement discret. « Je vois que tu ne reviens pas les mains vides aujourd'hui, Sadis, » fit-il remarquer. « Je veux dire, pas seulement avec un sac, mais aussi avec les paroles du jarl. »« Les paroles du jarl ne se mettent pas dans un coffre, » répliqua-t-elle, sans la sécheresse habituelle, seulement avec de la fatigue. Mais parfois, elles couvrent mieux le dos qu'un manteau. Plus tard, lorsque le vacarme de la taverne se fut calmé,
Ils montèrent à leur petite chambre sous le toit. Roald, à peine étendu sur sa couche, s'endormit comme un enfant épuisé par une longue journée. Leiknir et Sadis restèrent assis à la table. Un petit pichet d'infusion chaude entre eux. Ils se turnaient quelque temps. Les parois de bois semblaient encore retenir le bourdonnement des voix de la veille, comme si elles renvoyaient l'écho du jugement prononcé au foyer du Jarl. Leiknir sentait gronder en lui une mer intérieure. Non la vraie, mais celle de sa poitrine, où les vagues des humiliations passées, de la honte, de la culpabilité devenue réflexe, se heurtaient à un courant nouveau. Il rompit le silence, le premier. « Jusqu'à ce jour, dit-il en fixant la tasse rugueuse, je vivais chez toi comme un esclave bien nourri, couché sur une banquette chaude. Je pouvais rire, travailler, sortir dans la cour la nuit. Mais, au-dedans, j'attendais toujours l'instant où quelqu'un viendrait avec un parchemin pour m'emmener, comme on l'a déjà fait. À présent, il leva les yeux, qui n'exprimaient plus la résignation, mais quelque chose de plus vif, presque douloureux. Pour la première fois, il me semble que le monde n'a plus ce droit sur moi. Sadie s'écoutait, et chaque phrase frappait en elle comme un coup sur la pierre où l'on est assis depuis trop longtemps. Elle déglutit avant de répondre. « C'est pour cela que je suis montée là-haut, » murmura-t-elle. « Pas pour mon entêtement, ni pour le plaisir de contredire un marchand. Je suis lasse de voir les gens que j'ai tirés des chaînes vivre comme si l'on pouvait les ramener à tout moment, comme une charrue que l'on remet sur le champ d'un autre. » Elle se tut un instant, puis reprit. « Mais je n'imaginais pas que ce serait si effrayant. » Leiknir haussa les sourcils, surpris. « Tu ne paraissais pas effrayé, dit-il. Ni là-bas, ni ici, quand... » Il hésita, cherchant le mot. « Quand tu as attiré sur toi tout leur regard. » Elle eut un sourire tordu. « Tu vois bien les cicatrices des autres, Leiknir, » répondit Sadis. « Mais pas toutes. Il est parfois plus facile de se tenir devant un jarl que devant soi-même. Là-bas, tout est simple. Tu gagnes ou tu perds. » Ensuite, elle passa la main dans ses cheveux pour dégager une mèche de son front. Ensuite, il faut regarder en face ceux pour qui tu as fait cela et accepter que tu n'as plus le droit de reculer. Il la fixa plus attentivement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle soutint son regard, sans détourner les yeux. Il y lisait cette franchise nue qu'il avait vue sur son visage quand elle nettoyait les marches du sang. « Jusqu'à aujourd'hui, » dit-elle. « Je pouvais me dire que tu étais chez moi parce que je t'avais acheté. Qu'un jour, lorsque tu aurais remboursé ton rachat par ton travail, je pourrais te laisser partir, comme j'en ai laissé d'autres. À présent, c'est différent. Tu es libre devant la loi. Si tu restes, ce ne sera plus ma décision prise pour toi. Ce sera ton choix pour nous. » Le mot nous resta suspendu, comme une étincelle au-dessus d'une braise. Leiknir sentit un sursaut, là, au creux de lui. Il avait passé trop de temps à n'être qu'un morceau d'un plan conçu par d'autres, un élément inclus dans des nous étrangers, où sa propre voix ne pesait rien. On lui proposait désormais d'entrer dans un nous qui n'était ni imposé ni tacite, mais offert. Il se surprit à sentir remonter l'ancienne tentation de l'auto-accusation. « Je ne sais pas si j'en suis capable. » « Personne n'y était préparé à l'avance, » répondit-elle doucement. « Je n'en suis pas plus capable que toi. Je sais compter les bêtes et les sacs, négocier, tenir une maison, mais demander à quelqu'un de rester. » Elle eut un rire sans joie. « Ce n'est pas mon talent. » Il la regardait et voyait la difficulté de chaque mot. Cette femme habituée à décider, à commander, à payer, devait ouvrir là ce qu'elle tenait fermé depuis des années. « Alors, dit-il lentement, je vais essayer de parler le premier. » Il prit la coupe sans boire. Il la fit tourner entre ses doigts. « Demain, je quitterai cette chambre avec mes affaires, » annonça-t-il. « Non parce que je veux m'éloigner de toi, mais parce que je trouve honnête de te laisser la possibilité de décider sans mon ombre dans l'embrasure. Si d'ici là tu juges que tu veux que je reste, tu le diras. Sinon,
Il haussa légèrement les épaules. Alors je partirai. Je refuse d'être dans ta maison celui qui s'accroche parce que c'est plus simple ainsi. Cette idée lui était venue déjà dans la cour du Jarl. S'il restait aussitôt, il se demanderait toujours si elle ne l'avait pas gardé par simple continuité, par habitude. Il avait besoin d'y voir clair autant qu'elle. En le disant, il avait l'impression de poser le pied sur un pont fragile suspendu au-dessus du vide. La nuit était bruyante dans l'auberge, mais l'heure réduite restait plongée dans une tranquillité épaisse. Roald dormait, ignorant tout du dialogue qui déciderait pourtant de sa propre vie. Sadis, elle, dormit à peine. Des questions tourbillonnaient dans sa tête. Sa maison pourrait-elle porter le poids d'un homme de plus, lié à elle non seulement par le travail, mais par le cœur? Ne trahirait-elle pas la mémoire de Brand et de ceux qu'elle n'avait jamais retrouvés? Ce nous ne deviendrait-il pas trop lourd? Dans un monde où, chaque année, il faut descendre au marché choisir entre les vies, elle finit par sombrer, à l'aube, dans un sommeil bref et haché. Elle se réveilla à cause du silence, celui de ces instants où quelqu'un s'est déjà levé, mais où la maison n'a pas encore pris voix. La chambre était sombre. Une lumière d'hiver pâle filtrait à travers la petite fenêtre. Roald ronflait toujours dans un coin. Leiknir se tenait au milieu de la pièce, un sac à la main. Il avait mis son manteau, serré sa ceinture. Son visage exprimait une paix étrange, celle de celui qui a fait son choix, mais attend encore celui d'un autre. Il n'avait pas voulu la réveiller. Elle se redressa pourtant, repoussant les peaux. Son cœur bondit, comme plongé dans de l'écho glacé. « Tu pars » demanda Théel, même si la réponse se tenait devant elle. « Je l'ai promis » répondit-il. « Je ne fais pas de menaces que je n'ai pas l'intention de tenir. » Il se tenait droit, mais au fond de ses yeux brillait une lueur fragile, une espérance à peine perceptible. Elle comprit que maintenant, le choix portait autant sur elle que sur lui. Qui voulait-elle être à ses propres yeux? Une femme qui ne fait que sauver puis lâcher, ou bien quelqu'un qui ose dire aussi « Reste, parce que je le désire ». Les mots étaient lourds dans sa gorge. Elle se leva et s'approcha de lui. La lumière neigeuse tombait sur son épaule, rendant sa marque plus visible qu'à l'ordinaire. Elle posa les doigts sur cette brûlure, non comme un maître qui inspecte sa marchandise, mais comme quelqu'un qui veut graver une image en soi pour toujours. « J'ai toujours mal, » dit-elle à mi-voix, « quand je reviens sur ce marché. Chaque année, je regarde les visages de ceux que je ne peux pas emmener, et je cherche celui qui ne vient jamais. Mon frère. » Sa voix fléchit, mais elle ne laissa pas le mot se briser. « Il est toujours là où je ne peux pas l'atteindre. Et peut-être que je ne le retrouverai jamais. » Elle inspira plus profondément, comme avant un saut. « Mais quand je te regarde, » reprit-elle, « j'ai pour la première fois le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un. Pas à sa place, pas pour combler son absence, juste trouver. » Cet aveu emporta avec lui une part du poids qu'elle portait depuis tant d'hivers. Les mots étaient en simple, mais derrière eux se dressaient des années de recherche, de regrets, de nuits sans sommeil. Leiknir demeura immobile, comme si une lame l'avait traversé, non pour le blesser, mais pour en extraire une écharde ancienne. Il laissa lentement tomber le sac à terre. Le bruit fut faible, mais, pour eux, il résonna comme un battement de tambour. Il avança d'un pas, réduisant la distance à celle où l'on entend la respiration de l'autre. « Alors, dit-il d'une voix un peu rauque, si tu m'y autorises, je resterai, non comme ton achat. Non comme un homme avec lequel tu réglerais tes comptes avec les dieux pour ceux que tu n'as pas pu ramener. Je veux rester comme celui qui se tiendra près de toi, au marché, au portail, près du foyer, celui qui discutera avec les jarls et les marchands quand tu choisiras encore de te jeter dans la bataille pour la liberté de quelqu'un. » Il tendit la main sans la saisir, l'offrant seulement. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie à voir les décisions prises à sa place, ce geste pesait plus qu'un serment.
Saïdis contempla sa paume, puis ses yeux. Elle n'y vit ni contrainte ni compassion, seulement un choix clair. Elle posa la sienne dans la sienne. Ils restèrent ainsi un moment, tandis que le monde autour reprenait son cours. En bas, l'auberge s'animait. On entendait des jurons, des éclats de rire. La vie continuait. Là-haut, sous un toit bas, deux êtres scellaient un accord qui n'avait ni besoin de témoins, ni besoin de runes à graver. Le soir, ils retrouvèrent chacun leur maison du coteau. Le fjord les accueillit avec son froid coutumier et son odeur d'algues. La cour paraissait la même, mais Lecknir la voyait autrement. Ce n'était plus seulement une place forte à défendre, ni un lieu de travail. C'était une maison qu'il n'avait pas cherchée et qu'il avait pourtant trouvée. Roald les attendait sur le seuil, la pelle à la main, couvert de neige. Son regard glissa sur les mains vides de Lecknir, sans sac de voyage. Il s'arrêta ensuite sur ses gestes, à peine perceptibles. Lecknir qui maintenait la porte pour Sadis. Sadis qui, une fois entré, se tournait pour vérifier qu'il n'était pas resté dehors. Il n'eut pas besoin d'explication. Il comprit que quelque chose avait changé. « Je t'avais bien dit qu'il nous fallait un homme de plus pour porter l'eau, » grommela Ti, il en cachant un sourire. « Heureusement que le Jarl n'en a pas décidé autrement. Je me demandais déjà comment j'allais gérer seul toutes tes idées. » Sadis lui lança un regard sec, mais une lueur chaude traversa ses yeux. « Tu n'auras pas à le faire, » répondit-elle. « Vous souffrirez à deux désormais. » La maison accueillit ce nouvel état comme elle avait accueilli d'autres changements, avec quelques craquements, mais sans se briser. Le soir, à la longue table, on était maintenant 3, parfois 4, lorsqu'un voisin s'invitait. Lecknir accompagna plus souvent Sadis au marché, et non plus seulement comme un escorte silencieuse. Il devint celui qui parlait, qui évaluait non seulement la somme, mais les peurs et les espoirs dans les yeux de chaque captif. Roald, peu à peu, renonça à sa jalousie. D'abord, il avait craint que sa place dans la cour et près du foyer soit repoussée. Mais les âmes de cette maison ne se partageaient pas. Elles s'ajoutaient. Il apprit aux nouveaux rachetés les gestes simples, leur expliqua comment vivre ce premier jour sans rester recroquevillé à guetter les coups. Chaque fois qu'il voyait Sadis revenir du marché accompagné, il se disait que c'était peut-être là leur vraie richesse. Elle ne retrouva jamais son frère. À chaque voyage, elle demandait tout de même des nouvelles d'un grand blond avec une cicatrice au-dessus du sourcil. À chaque fois, on lui offrait des haussements d'épaules, des récits vagues de terres lointaines. La douleur de son absence ne s'éteignit pas, mais, en rentrant à la maison les mains vides, elle ne se sentait plus comme quelqu'un qui s'était trompé encore une fois. Chaque personne qu'ils arrachaient à la chaîne, tous les trois, ne remplaçait pas Brand. Chacun devenait une part de cette grande œuvre silencieuse qu'ils poursuivaient ensemble.